à l'avance pour que, juste avant de commencer votre intervention, en fait, pour que on puisse choisir, pour que tout le monde puisse choisir le canal de son choix. Si vous avez un problème au cours de cette réunion, n'oubliez pas que vous pouvez régler la plupart des problèmes, 95% des problèmes, en rafraîchissant la page simplement. Ou sinon, quittez la réunion et revenez dans la réunion, ça devrait régler les problèmes. Alors, si vous pouvez également utiliser Chrome comme navigateur, sinon il pourrait y avoir certains problèmes de connectivité. Et également, il est mieux d'avoir une connexion fixe avec un câble Ethernet. Alors, je vais aider mon collègue Andrus Avisius, qui est le directeur de la commission politique, et bientôt nous aurons Lord Campbell, qui est le président de la commission politique, qui va arriver, qui va ouvrir officiellement la réunion. Et si vous souhaitez consulter les rapports de la commission ainsi que l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, c'est dans l'onglet Documents à droite de votre écran. Voilà, donc nous allons commencer dans 1 minute cette réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Bienvenue à tous, bonjour à tous. Et si vous êtes français, eh bien, je vous souhaite une bonne fête nationale avec un peu de retard. Oui, désolé d'interrompre, mais les interprètes viennent de faire un commentaire sur la qualité du son pour vous. Je vais demander à Lara d'intervenir pour voir si elle peut peut-être régler votre volume. Oui. Je suis un personnel de CUDO, donc c'est pour cela que j'interviens ici. Alors, on dirait que votre micro intégré et le micro de l'ordinateur fonctionnent en simultané. Ah oui, maintenant, non, ça va. Oui, désolé. Alors, peut-être que j'avais 2 navigateurs ouverts en même temps. Donc, oui, il ne faut pas avoir la réunion ouverte sur 2 navigateurs, sinon c'est ce qui risque de se passer. Oui, tout va bien maintenant. Une dernière chose concernant les casques. Oui, vous devez porter un casque et il est toujours mieux d'avoir votre micro plus près de votre nez que de votre... plutôt que trop près de votre menton, de votre bouche. Oui, très bon conseil. Oui, parce que moi, je travaille sur cette plateforme depuis tous les jours, depuis un bon moment déjà. Bien, il est 15 heures. Oui, en fait, les interprètes nous ont demandé si on pouvait faire une vérification du son de Colin, parce qu'ils nous ont dit que la qualité n'était pas très bonne pour eux. Très bien. Est-ce qu'on peut donc donner la parole à M. Connolly? Il faut que M. Connolly demande la parole, donc. Voilà. Je vais donc désactiver mon micro pendant que vous faites cela. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vois. C'est un peu... Oui, c'est un peu métallique comme son. Est-ce que vous avez un autre casque, d'autres écouteurs? Est-ce que non, ce sont les seuls dont vous disposez? Eh bien, dans ce cas, si vous pouviez, lorsque vous parlez, si vous pouviez simplement rapprocher le micro dans le fil de votre bouche, comme ça. Est-ce que c'est mieux? Oui. Oui, je dirais que pour moi, c'est mieux. C'est beaucoup mieux parce que sinon, si le micro est trop bas, il est trop loin de votre bouche et il peut frotter également contre vos vêtements. Donc, oui, si vous le rapprochez, c'est beaucoup mieux. Je vais vérifier avec les interprètes. C'est un peu mieux. Un peu, oui.
La solution idéale, évidemment, c'est d'avoir un casque avec un micro intégré. Mais bon, si c'est tout ce dont vous disposez, en tout cas, rapprochez le micro de votre bouche. Bien. Je ne peux pas me permettre d'acheter un nouveau casque. Oui, moi, j'ai volé les miens au bureau. Apparemment, oui, moi, je suis stagiaire, donc... oui, mais vous avez un casque, un micro. Oui, mais je les ai volés au bureau. Bien, alors, vous êtes prêts? Alors, faites comme si vous faisiez un appel téléphonique. Merci, Lara. Et donc, espérons maintenant que notre président peut entrer dans la réunion. Good afternoon. Everyone hearing me? Bonjour, tout le monde m'entend? Oui, on vous entend, mais on vous ne voit pas. Peut-être que vous pouvez activer votre caméra. Ma caméra devrait être activée. Je vais réessayer. J'ai un voyant bleu derrière la caméra, mais ça ne semble pas fonctionner. Alors, allez dans Paramètres, à droite de votre caméra. Voilà, on vous voit maintenant. Voilà. Comme je l'ai dit un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai toujours pensé que les plus grandes avancées en technologie, c'est passer de la plume au stylo. Et donc, il faut toujours un peu de temps pour rattraper mon retard. Alors, je commence par vous souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous à cette première réunion virtuelle de la commission politique. Aujourd'hui, nous allons examiner 2 des 4 projets de rapport de notre commission. Pour moi, et je suis sûr pour chacun d'entre vous, bon, nous avons traversé des mois très étranges, mais je suis tout de même ravi que nous puissions nous réunir pour délibérer sur nos rapports. Et donc, je déclare la séance ouverte. Je tiens également à exprimer ma gratitude au secrétariat de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN pour s'être adapté à ces circonstances difficiles et nous avoir permis de nous rencontrer en ligne aujourd'hui. Permettez-moi également de profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur, Andrius Avisius, et lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Il était auparavant directeur du comité de la dimension civile de la sécurité, et la plupart d'entre vous le connaissez déjà. Nous ferons de notre mieux pour que cette réunion ne dure pas plus de 2 heures. Au besoin, nous devrons exercer un contrôle sur nos débats afin de respecter l'heure. Je vais donc structurer la réunion de la manière suivante. Après la présentation des projets de rapport, nous recueillerons les commentaires et le directeur en prendra note. Et donc ensuite, je vous indiquerai ce qui sera fait avec vos commentaires. Alors, si vous souhaitez prendre la parole après les présentations des rapports, veuillez cliquer sur le bouton « Demande de parole » et nous vous ajouterons à notre liste. Vous pouvez le faire à tout moment. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez utiliser la boîte de clavardage, messagerie, où notre coordonnatrice du comité, Karen Walker-Love, vous aidera. Veuillez noter que tous les documents pertinents, comme l'ordre du jour provisoire et les rapports provisoires, se trouvent sous le bouton « Documents » à droite de votre écran.
Veuillez également noter que cette réunion sera, comme on vous l'a dit déjà, sera enregistrée à des fins de communication dans nos publications sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. Veuillez communiquer avec le directeur de la commission si vous ou un membre avez des préoccupations ou si un membre souhaite être exempté de cette activité. Cet événement est enregistré et un communiqué de presse sera disponible après l'événement. Une dernière chose que j'aurais dû dire, c'est qu'à la suite de l'élection générale, la délégation du Royaume-Uni, dont je fais partie, a été restructurée et un certain nombre de collègues vont se joindre à nous aujourd'hui, non seulement pour la première réunion de la commission, mais également ce sera leur première réunion de quelques commissions que ce soit de l'Assemblée. Alors, passons maintenant au premier point à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je demande maintenant au comité de prendre connaissance du projet d'ordre du jour de nos délibérations. Y a-t-il des commentaires ou des objections? Non? Très bien. Merci. L'ordre du jour est donc adopté. J'aimerais maintenant demander à Jerry Connolly, qui est un bon collègue, un très bon ami à moi également, de présenter son projet de rapport sur la montée de la Chine, implications pour la sécurité mondiale et euro-atlantique. Jerry, bienvenue. Vous avez la parole. Je pense que vous devez peut-être me désactiver mon micro. Vous m'entendez maintenant? Oui, nous vous entendons maintenant. Bien, merci. Merci, Lord Campbell. Et je voulais simplement dire que je voulais vous remercier de participer à cette réunion dans ces circonstances. Merci au personnel d'avoir organisé cette réunion. Je pense que c'est une plateforme très, très utile. Je voulais également exprimer ma solidarité avec tous nos alliés et partenaires qui sont frappés par la pandémie. Et dans mon pays, nous atteignons des records absolus également en termes de propagation du virus, mais également en termes de nombre de personnes infectées. Nous avons 50 à 60 000 nouveaux cas par jour. Et malheureusement, également, le taux de décès qui avait diminué est reparti à la hausse maintenant parce que il y a toujours un retard dans la mortalité par rapport au nombre de cas. Et donc, c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qu'on voit en particulier dans le sud et le sud-est des États-Unis. Et je pense qu'un bon nombre de nos partenaires pourraient nous donner des leçons. Nous avons beaucoup à apprendre. Et donc, je remercie donc tous nos alliés partenaires pour leur sympathie et leur solidarité. Alors maintenant, mon rapport qui porte sur l'essor de la Chine et ses implications pour la sécurité mondiale et euro-atlantique. Vous vous souviendrez sûrement que les dirigeants alliés, lors de leur dernière réunion à Londres en décembre dernier, ont inclus pour la première fois une référence à la Chine dans leur déclaration finale. La montée de la Chine a été identifiée comme un problème que nous devrions aborder ensemble en tant qu'alliance. C'était un peu un pas qu'on attendait depuis longtemps, mais un premier pas bienvenu. Alors, l'essor de la Chine représente un changement radical dans les affaires mondiales. C'est comparable à la montée de l'Union soviétique et son effondrement. Depuis trop longtemps, dans l'Alliance, nous n'avons pas reconnu le défi et même la menace que représente la République populaire de Chine. La confrontation entre la communauté euro-atlantique et la Chine n'est pas souhaitable, bien sûr, mais si l'OTAN ne reconnaît pas, ne tient pas compte du défi que représente la Chine, eh bien, ça pourrait faire en sorte que la confrontation sera encore plus probable. Et en fait, il serait irresponsable
pour les pays de la zone euro-atlantique et pour leurs institutions de retarder encore davantage la révision de leur stratégie et de leur capacité à la lumière des profonds changements qui sont causés par l'affirmation croissante du pays le plus peuplé du monde. J'ai un petit problème de batterie, je vais rebrancher mon ordinateur. Comme l'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lors du dévoilement de l'initiative OTAN 2030 en juin 2020, la montée de la Chine bouleverse fondamentalement l'équilibre mondial du pouvoir, intensifie la course à la suprématie économique et technologique, multiplie la menace pour les sociétés ouvertes et les libertés individuelles et augmente la concurrence par rapport à nos valeurs et à notre mode de vie. La Chine investit dans des technologies émergentes et des capacités militaires à la fine pointe de la technologie, notamment des missiles nucléaires intercontinentaux plus durables et mobiles, capables d'atteindre l'Amérique du Nord et l'Europe. Elle s'engage dans le cyberespionnage contre les pays de l'OTAN et les industries nationales. Elle écrase la démocratie à Hong Kong en violation d'un traité entre le Royaume-Uni et la Chine en 1997. Établit des positions en Afrique et même dans l'Arctique. Elle gère une banque d'infrastructures concurrentes. Elle construit des îles dans des zones de la mer de Chine méridionale qui sont contestées par ses voisins, dont certains sont des alliés américains ou de grands partenaires de l'OTAN. Et elle fait la promotion également d'une initiative de développement qui englobe plus de 100 pays et une production économique combinée de plus du quart du PIB mondial. Sous Deng Xiaoping, la politique étrangère chinoise était incarnée par le dicton « Cachez vos capacités et attendez votre heure ». Par conséquent, le pays se renforçait tout en gardant un profil bas à l'échelle internationale. Cette approche a radicalement changé sous Xi Jinping. La Chine d'aujourd'hui est beaucoup plus ouvertement affirmée, sinon agressive. Cela est plus évident dans le voisinage immédiat de la Chine. Mais cela a également commencé à influer sur ses relations avec les pays du monde entier. Pour étayer ses politiques affirmées, Pékin emploie des capacités militaires, économiques, technologiques, diplomatiques et de puissance douce qu'elle développe depuis des dizaines d'années. Militairement, la Chine a acquis des capacités militaires de pointe, telles que des missiles à longue portée, des drones, des armes hypersoniques et des chasseurs furtifs. Certaines de ces avancées ont été rendues possibles par le vol de la technologie de défense américaine par la Chine. La capacité de la Chine à projeter une puissance militaire à travers le monde augmente rapidement par l'entremise d'investissements dans des technologies de missiles avancées et la création d'une marine de haute mer. Plus près de chez nous, Pékin a poursuivi le renforcement du dispositif militaire, le harcèlement de ses voisins dans la mer de Chine méridionale, où elle contrôle des voies maritimes vitales des îles artificielles qu'elle a créées, au mépris du droit international et également au mépris des décisions qui ont été rendues dans ce domaine. Sur le plan économique, grâce à son initiative des nouvelles routes de la soie qui concerne quelques 138 pays, la Chine prend une large place géopolitique, en particulier dans les pays en développement les plus faibles. Par exemple, le port de Hambantota au Sri Lanka, que j'ai eu la chance de visiter en 2017, est un exemple de la soi-disant diplomatie du piège de la dette de la Chine. En décembre 2017, le port qui avait été financé par la Chine a été repris par une entreprise détenue par l'État chinois, alors que le gouvernement sri-lankais ne pouvait plus rembourser ses dettes. La stratégie des nouvelles routes de la soie fait également de la Chine un acteur important dans l'Arctique, une région d'une importance géopolitique cruciale pour notre alliance. Technologiquement, les capacités de cyberespionnage de la Chine sont inégalées, sont agressives. La Chine accueille certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, telles que Huawei, Alibaba, Tencent et Baidu. Et l'indépendance de ces entreprises par rapport au gouvernement central est très discutable. Pékin investit également massivement dans l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la robotique, mais elle force également des transferts de technologies de compagnies étrangères qui cherchent à avoir accès au marché chinois. Sur le plan diplomatique, Pékin fait un effort concerté
pour obtenir des postes de direction dans des institutions mondiales comme l'ONU et dans ces institutions spécialisées. Le succès de cette campagne a été démontré par la réaction initiale de l'Organisation mondiale de la santé à la pandémie émergente de COVID-19, lorsque l'OMS a approuvé sans réserve les positions officielles chinoises et ignoré les avertissements importants de Taïwan. Je crains fort que cette influence croissante de la Chine au sein des Nations unies ne rende le système international plus confortable pour les autocraties. Nous en voyons déjà les signes. Par exemple, le Conseil des droits de l'homme promeut de plus en plus la notion chinoise de développement dirigé par l'État, tout en minimisant l'importance des droits individuels. Et là où Pékin n'est pas en mesure d'exercer une plus grande influence dans les enceintes existantes, elle met en place des institutions rivales telles que la Banque asiatique d'infrastructure et d'investissement. En termes de puissance douce, on estime que le gouvernement chinois dépense des milliards de dollars chaque année pour les échanges éducatifs, l'expansion de ses médias en langue étrangère et le financement de centaines d'instituts Confucius dans le monde qui visent à promouvoir la langue et la culture chinoise et également l'hégémonie politique de la Chine. Pékin saisit toutes les occasions et donc elle continue à déstabiliser des pays au cours de cette pandémie. Pékin a poursuivi le renforcement de son dispositif militaire en mer de Chine méridionale et elle a également intensifié ses activités militaires provocantes dans les eaux et le ciel près de Taïwan et des îles japonaises. Elle a relancé un conflit territorial avec le Bhoutan. Et donc, tout cela, on peut avoir l'impression que la Chine est bienveillante, mais tout cela vise à cacher les erreurs qui ont été faites dans le traitement de la crise de COVID-19. Et donc, également, elle réalise des recherches dans le domaine de la pandémie. Et donc, le défi que pose la Chine à l'ordre international est tellement multiple qu'il est impossible de le couvrir dans un bref rapport et encore moins dans un bref discours. Alors, plutôt que de conclure, permettez-moi de conclure plutôt en faisant 3 observations générales sur la façon dont nous, la communauté euro-atlantique, pourrions relever ce défi. Premièrement, la déclaration de Londres doit être suivie d'une recalibration des documents stratégiques de l'OTAN comme le concept stratégique, ainsi que des priorités en matière de planification de la défense, de formation et de développement des capacités pour tenir compte de l'essor de la Chine. Nous devrions accroître le soutien aux alliés qui sont les plus actifs dans la région Indo-Pacifique. Je suggère également de créer un centre d'excellence de l'OTAN sur la région Indo-Pacifique qui pourrait élaborer à la fois une compréhension globale des défis que la Chine pose à l'Alliance et les mesures que l'Alliance doit prendre pour relever ces défis de front. Deuxièmement, relever le défi de la Chine n'est pas un fardeau que l'Alliance doit supporter seule. Dans le domaine de la réglementation politico-économique, le partenaire naturel est bien sûr l'Union européenne. La communication UE-OTAN serait particulièrement souhaitable pour faciliter une réponse plus cohérente et stratégique aux investissements chinois dans les infrastructures essentielles. Les membres de l'OTAN et de l'UE devraient discuter de ces questions à l'unisson avec la Chine. Il ne devrait pas y avoir de place pour les entreprises chinoises contrôlées par le gouvernement dans nos réseaux 5G. En outre, et dans ce contexte, je salue la décision récente du Royaume-Uni d'exclure les Huawei des réseaux 5G britanniques. En outre, l'OTAN devrait également renforcer la coopération en matière de sécurité avec des partenaires aux vues similaires afin de préserver la liberté des mers, de l'air, de l'espace et du cyberespace. Dans le cas de l'Australie et du Japon, il est temps de mettre à niveau le format de la coopération qui comprendrait des consultations intensives, un meilleur partage des renseignements, une planification conjointe et des exercices conjoints. Et enfin, l'idée que l'essor de la Chine présente à la fois des risques et des avantages est légitime et nous devrions explorer des possibilités de coopération sur des menaces communes telles que la piraterie, le terrorisme ou les changements climatiques. Cependant, ne nous y trompons pas, la Chine n'est pas un acteur amical.
c'est un acteur malveillant. Elle vise à perturber l'ordre mondial libéral et à miner les valeurs qui sont au cœur de notre alliance et de nos sociétés. Elle forme des coalitions avec d'autres acteurs malveillants, comme la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, tout en tentant de diviser et d'affaiblir, de saper notre unité transatlantique. Nous ne pouvons contrer et décourager ces tentatives que si nous alignons nos positions sur la Chine et parlons d'une seule voix. J'espère que la crise de la COVID aura ouvert les yeux de ceux qui estimaient que la Chine était une chance plutôt qu'un défi. Comme nous l'a rappelé récemment le secrétaire général délégué de l'OTAN, Mircea Geoana, 30 alliés représentent ensemble 50% du PIB mondial et nous avons 28 des 30 premières universités du monde. Si nous conservons notre unité, nous demeurons un bloc politique, économique, technologique et militaire inégalé, capable de protéger les valeurs de la démocratie libérale. Voilà, je vais m'arrêter là, Monsieur le Président. À vous. Alors, nous avons perdu la connexion avec le président qui devrait revenir dans quelques instants. Eh bien, dans l'intervalle, Monsieur Connolly, je vous propose de passer aux questions. Nous allons donc donner la parole à la première personne qui souhaite poser une question, Rasa Ročivinska de la Lituanie, membre du Parlement européen. Bonjour à tous, est-ce que vous me voyez? Oui, Rasa, nous vous voyons. Très chers amis, chers collègues, Monsieur Lord Campbell, Monsieur le membre du Congrès, Monsieur Connolly, je suis très heureuse d'être parmi vous, ravie de me retrouver au sein de ce groupe auquel j'appartiens déjà depuis 20 ans. Aujourd'hui, à l'heure où le lien transatlantique doit être renforcé, comme jamais auparavant, cette assemblée aujourd'hui revêt une importance toute particulière et je suis très heureuse de pouvoir participer à la délégation auprès du Parlement européen, délégation de la NPA. Alors, je crois que l'environnement de sécurité s'est clairement détérioré. L'Union européenne a fait face à une épreuve institutionnelle, une épreuve de solidarité. Cela est vrai également pour l'OTAN. Les premières semaines ont été particulièrement difficiles, mais par la suite, l'Union européenne a surmonté cette épreuve de la solidarité et l'a remportée. Je me félicite de votre rapport, Monsieur Connolly, qui arrive à point nommé, qui est tout à fait pertinent et ô combien important parce que la Chine émerge aujourd'hui comme étant le principal défi de notre époque. Vous avez rappelé à quel point il est important d'agir de manière unie et concertée au sein de l'OTAN, de l'Union européenne et avec les États-Unis. Pour l'heure, malheureusement, les États-Unis et l'Union européenne n'ont pas adopté véritablement la même approche. Je vous rappelle ce que nous a dit Robert Kaplan. L'Europe a toujours été heureuse de parler des droits de l'homme, mais sans le leadership des États-Unis, l'Europe sera neutralisée et deviendra la branche occidentale de la zone euro-asiatique dominée par la Chine. Alors, nous espérons bien sûr que cette vision ne se concrétisera pas, mais il n'en demeure pas moins que la Chine est une menace pour les sociétés occidentales. Et donc ma question est de savoir comment mettre au point une stratégie et une riposte conjointe. Je crois que depuis 2014, nous avons réagi de manière unie sur la Russie, mais en ce qui concerne la Chine, pour l'heure, il n'y a pas d'approche commune, il n'y a pas de compréhension commune, et notamment lorsqu'en Europe, nous constatons la situation en matière de relations transatlantiques.
Et là, je fais référence aux tensions que nous avons constatées entre les États-Unis et l'Allemagne, la situation avec le Brexit. Et donc, ma question est la suivante. Comment mettre au point cette stratégie commune face à la Chine? Merci, Raza. Nous allons peut-être, Monsieur Connolly, entendre toutes les questions. Ou souhaitez-vous répondre? Je préfère répondre pour l'instant et puis ensuite nous prendrons une salve de questions. Je crois que cette question est tout à fait pertinente et c'est pour cela que je présente ce rapport. Je crois qu'il faut faire en sorte que la Chine soit à l'ordre du jour. Ce qui est assez remarquable lorsqu'on y réfléchit, c'est que pendant les années précédentes, on n'a jamais mentionné la Chine dans les documents de la NPA, que ce soit en des termes flatteurs ou plus critiques. Je crois que nous avons commencé, en tout cas je l'espère, commencer à forger une position commune pour bien cerner les défis et les opportunités qu'apporte la Chine. Et je crois que nous commençons à en parler dans notre planification stratégique, dans nos documents, dans notre évaluation du risque, pour reconnaître cette expansion immense lancée par la Chine pour étendre son influence sur le monde dans lequel nous vivons. Et il ne s'agit plus d'une préoccupation asiatique uniquement. Et l'agression chinoise, sous la houlette du président Xi, aujourd'hui est en mouvement. Nous l'avons vu à la frontière avec l'Inde. Et je crois que cette menace concerne également toute une série de voisins dans la région Asie-Pacifique, l'Indonésie, les Philippines, le Japon, Taïwan, le Vietnam. Autant de pays qui ressentent la menace de cette présence croissante de la Chine du point de vue militaire ou économique. Et j'ai cité l'exemple de ce port au Sri Lanka avec un exemple d'extorsion par la dette qui est menée par la Chine. Et c'est le côté obscur de cette initiative des nouvelles routes de la soie. Il s'agit de prêts qui sont accordés à la Chine selon des conditions très strictes. Et lorsque la dette ne peut pas être assumée, eh bien, la Chine, à ce moment-là, propose une concession décennale sur plusieurs décennies qui permet à la Chine de gérer ce port. C'est un port qui se situe sur la côte sud du Sri Lanka. 30% de l'ensemble du commerce international y transite. Il s'agit d'une menace s'il est utilisé de manière militaire pour l'Inde. Et il s'agit d'une extension très claire de la présence chinoise au-delà de la mer de Chine du Sud. Cela concerne l'OTAN. Nous en avions parlé il y a plusieurs années lorsque j'avais publié un document sur l'Arctique. La Chine insiste de manière de plus en plus agressive pour avoir un statut d'associé, même s'il ne s'agit pas d'un pays arctique, ne fait pas partie du Conseil de l'Arctique, mais insiste pour que la Chine puisse avoir un statut d'associé, parle également d'investir dans le Groenland, un pays de l'Arctique, et renforce sa présence avec 15 000 ressortissants chinois au Groenland, ce qui représente le plus gros contingent étranger sur l'île, bien sûr, qui compte une population limitée. Donc, comme vous le voyez, sur tous nos théâtres, la Chine prend pied de manière de plus en plus agressive. Il faut donc réagir, il faut en parler, il faut analyser la nature du défi auquel nous sommes confrontés et déterminer comment nous souhaitons l'aborder. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer ce problème, de fermer les yeux sur la Chine et de ne pas traiter la croissance de son influence économique et militaire, une puissance agressive qui est prête à avoir recours à la force pour mettre en exécution ses plans. Et si l'OTAN représente non seulement une alliance de sécurité collective, mais également une alliance de valeurs communes et valeurs démocratiques et libérales, eh bien, l'OTAN se doit d'être attentive et
et vigilante par rapport à la Chine. Ethan, nous pourrions peut-être entendre plusieurs questions et j'essaierai de répondre à 2 ou 3 questions à la fois. Oui, Ahmet Yildiz de la Turquie, je vous donne la parole. Quelques instants, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour depuis Ankara. Merci pour cet excellent résumé du rapport. De manière générale, je suis tout à fait d'accord avec vous. La Chine est un acteur malveillant. À la lumière de son historique en matière de respect des droits humains, avec de nombreuses violations des droits humains, et nous voyons également son attitude dans la mer de Chine méridionale vis-à-vis de ses voisins. J'aimerais également parler du Japon. Vous avez inclus différents paragraphes sur les relations entre la Chine et ses voisins, mais le Japon est un partenaire très important pour l'OTAN et placé sous la protection des États-Unis. Je crois savoir que le Japon envisage un réarmement pour faire face à la domination et à la menace chinoise. J'aurais souhaité que vous ajoutiez peut-être quelques phrases ou un paragraphe sur la situation du Japon. Deuxièmement, en ce qui concerne les pays du flanc sud, notamment la Turquie et leur lien avec la Chine, bien sûr, la géographie s'impose. Il y a bien sûr un déficit commercial très important vis-à-vis de la Chine avec des exportations vers la Chine de 2 milliards, à hauteur de 2 milliards d'euros, importation 20 milliards d'euros. Et il y avait déjà un projet de connectivité avant les nouvelles routes de la soie avec la Chine pour connecter l'Asie centrale aux ports méditerranéens par le Tadjikistan, Azerbaïdjan, entre autres. Autant de projets qui ne participent pas nécessairement de cette initiative chinoise, mais certains de ces projets sont en concurrence avec l'initiative chinoise. Ce n'est pas le cas de tous. Et puis, en ce qui concerne la question des missiles chinois, il y a eu un appel d'offres. La Chine a soumissionné, a présenté un prix qui a ensuite évolué. Et désormais, la Chine a été écartée pour la fourniture de ce type de missiles. C'est pour cela qu'en ce qui concerne les relations sino-turques, on ne peut pas dire qu'elles soient véritablement approfondies. Il s'agit simplement d'une relation basée sur le pragmatisme qui s'appuie sur les besoins et la géographie. Et j'espère que vous pourrez tenir compte de ces considérations dans la formulation du rapport final. Merci. Très bien. Monsieur Thomas Velacek, vous avez la parole. Alors, j'espère que vous m'entendez. Oui, c'est parfait. Merci de m'avoir donné la parole et merci à l'Assemblée parlementaire pour cette réunion en ligne. Merci à notre excellent président et merci à Jerry Connelly pour cet excellent rapport. Toutes mes excuses, j'ai raté une partie de votre exposé, mais j'aimerais formuler des commentaires sur le rapport, peut-être davantage que suite à votre exposé. Donc toutes mes excuses si vous avez déjà répondu à un certain nombre de mes questions. En fait, je n'ai qu'une seule question. Le rapport est excellemment rédigé. Le diagnostic, je crois, qui est posé dans le rapport et dans l'exposé sont tout à fait corrects. Je crois qu'il serait néanmoins nécessaire d'apporter davantage de clarté en ce qui concerne les fondements juridiques qui permettraient une intervention de l'OTAN, ce qui ensuite déterminerait le périmètre et le type d'action prescrite.
Vous l'avez dit, différents alliés de l'OTAN se demandent si la Chine relève de son mandat et précisent à juste titre que le préambule invite les alliés à protéger différents principes et valeurs, état de droit, etc. Alors, à mon sens, il s'agit de préserver nos sociétés. Il s'agit d'en assurer la résilience et de protéger l'ordre établi dans nos pays. Ce qui m'amène à la question suivante. Les recommandations qui sont formulées afin d'appuyer les activités des États-Unis dans la région envisager une présence maritime renforcée. Est-ce que cela est cohérent avec les dispositions du préambule qui parle de la protection de la démocratie, de l'état de droit tel que nous les connaissons dans nos pays? Et j'aimerais en venir à une recommandation assez simple à la suite de ce rapport. Plutôt que d'envisager les actions à mener, nous devrions peut-être nous poser la question des vecteurs d'action qui sont à nos dispositions, ce qui nous permettrait de réfléchir à une intervention adéquate à mettre en place. Et puis, pour conclure, j'ai un petit peu de mal à comprendre quel est le type d'appui qui pourrait être apporté par les alliés européens aux États-Unis, comment les Européens peuvent-ils venir en aide à notre principal allié, les États-Unis dans la zone? Alors c'est une question un peu délicate, difficile. Ma question est la suivante, donc de quelle assistance parlons-nous? Une assistance dans la région? Par le biais d'un appui militaire. Et là, je reviens à mes questions sur la justification, le fondement juridique de cette intervention. Ou s'agit-il de renforcer notre participation à la protection du continent européen? Voilà peut-être différents domaines dans lesquels nous aimerions en savoir un peu plus, mais quoi qu'il en soit, j'aimerais vous saluer pour la qualité de ce rapport. Merci beaucoup. Next. Georges Kalins a la parole maintenant. C'est notre collègue de la Lettonie. Parfois, ça prend quelques instants. L'orateur n'a pas activé son microphone. Apparemment, nous avons perdu la connexion avec M. Canins. Donc, Luca Flossoni de l'Italie a la parole. Apparemment, nous avons perdu Lucas également. Donc, nous passons à Cheryl Gallant du Canada. Cheryl Gallant du Canada. Tout d'abord, je tiens à féliciter M. Connolly de son rapport. Ce que je trouve très intéressant, c'est cet exemple du Sri Lanka. Je me demande si, dans votre rapport,
vous pouvez ajouter en fait une carte pour illustrer tous les ports, les aéroports qui sont actuellement sous contrôle chinois à travers le monde. Donc une simple carte en blanc et en noir avec des points rouges pour illustrer les ports et les aéroports sous contrôle chinois. Si vous pourriez inclure cela pour la version actualisée du rapport, je pense que ce serait une bonne idée. Oui, tout à fait, répond M. Connolly. Merci. Merci, Madame Galante. Nous donnons maintenant la parole à Lord Anderson du Royaume-Uni. Ethan, pendant qu'on attend, je vais peut-être essayer de répondre aux questions que nous venons d'entendre. Merci beaucoup à Ahmed pour ses commentaires. Il faut donc davantage parler du Japon dans ce rapport. Effectivement, c'est une bonne idée. Et nous pouvons également évoquer le rôle que joue l'OTAN sur le flanc sud. Puis pour Thomas indique que nous avons besoin d'indiquer quelle serait la base juridique d'une implication de l'OTAN. C'est un commentaire tout à fait valable, me semble-t-il. Nous allons essayer de renforcer cet aspect-là du document pour donner un contexte aux recommandations. Dans le passé, nous avons toujours estimé que la Chine, en fait, est une question régionale, alors que maintenant, il faut bien voir que la Chine est une question mondiale. Les capacités chinoises en matière de cyberattaques, de piraterie informatique constituent une véritable menace pour l'Europe et pour l'Amérique du Nord. Et puis pour tous les débats autour de la 5G, de savoir qui doit maîtriser ces nouveaux systèmes, eh bien cela concerne directement l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc les sujets d'inquiétude ne manquent pas. Et ce, en sus des agressions chinoises dans la mer de Chine méridionale et dans la région Indo-Pacifique dans son ensemble, nous allons effectivement essayer de resserrer ces aspects-là dans le rapport. Cheryl, quant à votre suggestion pour une carte, c'est une bonne idée. Nous pouvons même, sur cette même carte, illustrer en fait cette initiative des nouvelles routes de la soie de la Chine pour montrer l'ampleur du phénomène. C'est inquiétant. Sur ce, Ethan, je vous redonne la parole pour essayer de se reconnecter peut-être avec Lord Anderson et avec Lucas. Sur ce, nous avons essayé de résoudre les quelques soucis techniques qu'il y avait. J'espère que nous aurons maintenant une question de notre collègue de la Lettonie. Il faut activer votre microphone. Il faut peut-être aller sur les réglages de votre programme, Monsieur Kalnins. Normalement, vous avez une petite icône pour les réglages, notamment les réglages pour les médias, ce qui vous permettrait d'activer votre microphone. Je suis désolé, monsieur, je ne vous entends pas, dit l'opérateur. Donc nous passons maintenant à la question suivante. Notre collègue
Luca Frussoni de l'Italie. Vous m'entendez? Oui, effectivement, on vous entend maintenant. Désolé, le casque est fabriqué en Chine, d'où le problème. Je vais poser ma question en italien, si vous le permettez. Bien, tout d'abord, je tiens à remercier l'orateur pour cette présentation très complète et très précise. J'aurais des commentaires à soumettre sur certains aspects du rapport. Mais l'essentiel, je vais dire quelques commentaires essentiels maintenant. Dans la partie finale du rapport, qui présente quelques considérations, il y a un élément qui me frappe. Lorsque vous faites référence à des infrastructures portuaires, notamment dans les pays alliés, qui en fait sont détenus par les Chinois. Et donc, vous pourriez peut-être faire référence au cadre réglementaire au niveau national, à la législation nationale dans ces cas-là. Par exemple, pour les pays qui ne disposent pas de réglementation ou de législation suffisante pour se défendre contre ces tentatives de reprise par les entreprises chinoises, pour ces pays qui ont du mal à finalement défendre leurs entreprises nationales, et il faut prévoir quelque chose. En Italie, nous avons un système avec une participation minoritaire qui permet toutefois de contrôler l'entreprise, qui permet de parer ce genre de situation. D'ailleurs, on pourrait même étendre cela au-delà des entreprises du secteur privé. D'ailleurs, c'est un sujet de débat. Nous réfléchissons au fait de proposer des mesures de protection supplémentaires pour certaines activités de production, pour protéger les chaînes d'approvisionnement, notamment par exemple pour les masques. Car malheureusement, nous n'avons pas pu produire les masques en quantité suffisante. Nous avons dû finalement se tourner vers beaucoup de pays alliés et demander leur soutien. D'ailleurs, nous les remercions. Donc, cette approche pour protéger les moyens de production nationaux peut être, je crois, étendue aux chaînes de production, aux chaînes d'approvisionnement. Donc, l'OTAN et l'Assemblée parlementaire de l'OTAN pourraient en fait se tourner vers les pays qui ne se sont pas dotés d'un cadre réglementaire suffisant pour leur encourager à se doter de tels cadres réglementaires. Bien, nous passons maintenant à une question. À la question suivante. C'est le représentant Shimkis des États-Unis. À Monsieur Kanins de la Lettonie, si vous n'arrivez pas à connecter votre microphone, est-ce que vous voulez bien mettre votre question dans la fonction chat par écrit pour que nous puissions poser cette question à Monsieur Connolly. Monsieur Shimkus. Monsieur Shimkus, très bien. C'est un excellent rapport, bravo Jerry. Je souhaite réagir aux commentaires de Thomas, de Rassa et de Lucas, qui parlent finalement de la même chose. Thomas évoque la question de la compétence juridique pour une assemblée parlementaire ou pour l'OTAN en tant que telle. Que pouvons-nous faire? Quelle est la justification juridique de notre action? La même question s'est posée, notamment par rapport aux opérations hors zone.
Donc, c'est une question qui se pose par rapport au pays. C'est une question qui se pose au niveau de l'Union européenne aussi. Et l'exemple parfait en la matière, c'est la 5G. La question de savoir si il faut agir sur le plan national, si on fait quelque chose au niveau de l'Assemblée parlementaire ou bien au niveau de l'Union européenne. Il faut commencer à envoyer des messages forts. Lucas en a parlé aussi. Jerry, vous vous souvenez sans doute lorsque les Chinois ont essayé de mettre la main sur ce port à San Francisco et nous avons dû finalement se défendre de manière très affirmée. Donc il faut vraiment scruter les contrats et prendre en compte les aspects de sécurité nationale à chaque fois que ce genre de phénomène se produit. Nous sommes finalement beaucoup plus dépendants vis-à-vis de la Chine que l'on le pensait ou que l'on le souhaiterait. Par exemple, pour les équipements de protection personnelle, ce genre de matériel médical, eh bien, nous souhaitons fabriquer ce genre d'équipement aux États-Unis pour se protéger pour l'avenir. Mais il en va de même pour certains minerais ou les terres rares, par exemple, nous sommes tout à fait dépendants vis-à-vis de la Chine pour des systèmes de guidage, de communication, etc. Donc, le rapport est excellent, notamment dans une approche parlementaire internationale où finalement, nous sommes des collègues qui partagent la même optique à peu près. C'est important afin d'affirmer ce discours vis-à-vis des pays, vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'Union européenne aussi, pour dire que finalement, il faut se saisir de ces questions, il faut utiliser tous les leviers à notre disposition, donc commerce, accès au marché, etc. C'est un excellent rapport, je vous en félicite, mais je souhaitais tout simplement souligner que nous pouvons jouer sur tous les niveaux, que ce soit les organisations, les pays, pour bien dire aux Chinois que finalement, ils vont trop loin. Monsieur Connolly, souhaitez-vous répondre? Merci, je tiens à remercier John, mon collègue de l'État de l'Illinois, pour ses commentaires. Je souhaitais aussi réagir aux commentaires de Lucas. C'est une excellente idée que d'encourager les pays à prendre des mesures pour protéger ces moyens, ces infrastructures, afin de ne pas tomber dans le piège de la dette chinoise. J'ajouterais que pour le Sri Lanka, lorsque j'ai pu m'y rendre, on évoquait ouvertement, en fait, le fait que des pots de vin très importants auraient été versés afin de s'assurer que la gestion de ce port soit confiée à la Chine. En tout cas, tout cela fait partie de l'arsenal que déploie sans vergogne la Chine. Pour Lucas et John, je pense que vous avez dit quelque chose qui est très pertinente pour nous tous, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement. Ce que nous avons découvert dans cette pandémie, c'est que finalement, nous sommes nombreux à être très dépendants vis-à-vis de la Chine en ce qui concerne le matériel médical ainsi que des agents pharmaceutiques nécessaires et des médicaments. On dit qu'aux États-Unis, par exemple, 80% de nos équipements de protection personnelle, que ce soit les gants, les combinaisons, les masques, etc., proviennent de la Chine. En conséquence, nous avons eu une pénurie très importante de ces équipements au début de la pandémie aux États-Unis. Et je sais que certains de nos partenaires européens ont vécu la même chose. Lucas pourrait en parler. N'oublions pas aussi que l'épidémie a commencé en Chine. Il était donc normal que la Chine a voulu accaparer ses ressources pour qu'elle puisse combattre elle-même la pandémie sur son territoire, mais cela a créé des pénuries en aval dans d'autres pays.
Idem pour des équipements médicaux critiques. On dit que 80% en fait des antibiotiques en Amérique du Nord proviennent finalement de la Chine. Et même si finalement ce chiffre est un peu exagéré, la dépendance que cela représente est évidente. Et c'est de toute évidence un sujet de préoccupation en ce qui concerne la sécurité nationale pour tous les pays membres de l'OTAN. Il faudrait pouvoir en parler. Nous avons reçu finalement la question par écrit de M. Kalnins. Dans le paragraphe 69, M. Kalnins se félicite à la référence entre l'OTAN et l'UE. En ce qui concerne la Chine, cette coopération se renforce à tous les niveaux. Toutefois, l'administration actuelle aux États-Unis a des différends avec l'Europe. Quelles sont certaines de ces différences qui pourraient créer des difficultés vis-à-vis de la Chine? Et dans quelle mesure serait-il réaliste de prévoir un conseil OTAN-Chine? Et après, je peux passer à une autre question si vous le souhaitez. Ethan, je n'ai pas tout à fait entendu la fin. Dans quelle mesure est-il réaliste de prévoir un conseil OTAN-Chine? Sure. Oui, alors pour ce qui est des différences entre l'Union européenne et les États-Unis, je pense qu'il faut distinguer les buts et les objectifs des tactiques et des méthodes. Je crois que, bon, avec raison, il y a une certaine résistance chez nos partenaires pour utiliser des mesures unilatérales, des résistances face aux mesures unilatérales prises par certains pays comme les États-Unis, par exemple. Et donc, il faut faire preuve de respect, il faut consulter. Nous avons consulté nos alliés, nos partenaires, et j'espère que à l'avenir, ce sera toujours le cas pour la politique américaine et ça nous permettra d'amender certaines des blessures qui ont été causées. Et donc, il faut certainement avoir une politique cohérente par rapport à la Chine et le défi qu'elle représente. Je pense que nos objectifs, nous allons avoir ce débat, mais je pense que le débat doit commencer par comprendre la montée en puissance de la Chine et ce que ça représente, étant donné que la Chine rejette agressivement l'ordre international mondial et elle le fait tous les jours. Dans les petits pays, à Hong Kong, elle remet en cause des systèmes le long du pourtour de l'océan Pacifique, dans la région Indo-Pacifique. Alors, l'objectif, c'est de trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse parler d'une seule voix et avoir la même compréhension de la nature du défi auquel nous sommes confrontés. Et honnêtement, l'OTAN n'a pratiquement n'a vraiment jamais traité avec la Chine dans le passé. Donc, ce serait utile d'avoir ce débat, mais ça pourrait... Donc, l'OTAN pourrait être un atout, mais également, ça pourrait être un handicap puisqu'elle a à peu près aucune expérience dans ce domaine. Deuxième question de Nathan était quoi déjà? Oui, il parlait de l'idée du Conseil OTAN-Chine. Oui, eh bien, nous avons beaucoup de mécanismes au sein de l'OTAN pour traiter de ce genre de questions. Nous avons des mécanismes pour inviter la participation selon la façon dont on catégorise les différents services des différents pays. Donc, je suis convaincu qu'on peut créer un tel organisme pour poursuivre ces activités, pour rechercher des possibilités, pour relever les défis. Ethan? Oui, il y a une autre question de l'Italie. Paolo Fomentini, si vous pouviez lui donner la parole. Bonjour, je vais parler en italien. En Italie, nous avons constaté nous avons été témoins d'une situation terrible au cours de
la pandémie de coronavirus ici, nous étions bombardés de nouvelles concernant l'aide de la Chine. Et donc, c'est devenu un genre de cheval de Troie avec ces infox. Et très souvent, il y avait une contradiction entre les annonces du gouvernement italien. Et donc, à la télévision italienne, il y avait 3 fois plus de temps qui était donné, qui était accordé aux nouvelles sur l'aide chinoise que par rapport à l'aide américaine, alors qu'on recevait beaucoup plus d'aide des États-Unis, mais il n'y a qu'un tiers de la couverture médiatique qui concernait les États-Unis. Alors, on a essayé de combattre cette désinformation. Donc, je voulais vous transmettre ces informations. On a demandé une commission d'enquête également concernant l'origine du virus, qui est un virus qui évidemment qui est né en Chine, mais évidemment, l'élément le plus dangereux qui provient de la Chine, il faut le savoir à titre d'Assemblée parlementaire, c'est le virus contre la démocratie. Il faut encore une fois être fier de faire partie d'une communauté de pays libres et de faire ce que la communauté occidentale a fait contre l'Union soviétique dans les décennies précédentes. Et donc, il faut faire preuve du même enthousiasme, de la même conviction. Merci infiniment pour ce rapport. C'est un rapport que nous estimons vraiment nécessaire. Merci. Merci. Je vais désactiver le micro de M. Connolly. Je remets le micro, monsieur. Oui, alors, oui, merci à l'Italie. Effectivement, il y a un autre virus très important, c'est le virus qui s'attaque à la démocratie, qui se propage. Et nous l'avons vu, comme Paolo l'a dit, et même la Chine s'attribue parfois même le mérite de la fourniture d'équipements et elle se targue d'être bienveillante envers un pays qui est en difficulté, en grave difficulté, en l'occurrence l'Italie. Et donc, il y a beaucoup de désinformation également qui provient de la Russie à l'OTAN. Et on a vu l'impact que ça peut avoir, ces campagnes de désinformation russes contre l'OTAN. Et la Russie s'est également immiscée dans les élections au Monténégro, en Macédoine du Nord, parce que ces pays voulaient se joindre à l'Alliance Atlantique. Et donc, ils ont propagé des fausses informations pour décourager ces tentatives d'accession au traité de l'Atlantique Nord. Et donc, les Chinois sont tout aussi compétents dans ce domaine, dans ce genre de campagne de désinformation, et même peut-être même encore plus agressifs. Ils utilisent les réseaux sociaux, les outils qu'ils ont à leur disposition. Et ça préoccupe, ça devrait préoccuper l'OTAN, parce que ce soit sur le plan de la sécurité collective ou de nos valeurs. Donc, merci, Paolo, d'avoir soulevé cette question. Question suivante, Lord Anderson du Royaume-Uni. Il semblerait que Lord Anderson a des difficultés à se connecter à la réunion. Alors, oui, on va passer à l'Islande. Oui, je ne prononce peut-être pas très bien votre nom, mais merci. Oui, votre micro n'est pas activé. Activez-le.
Au milieu, en bas de votre écran, il devrait y avoir un symbole de micro et si ça devrait vous permettre, si vous cliquez dessus, d'activer votre micro. Bien. Ah, non. Alors, peut-être que vous pouvez écrire votre question dans la messagerie. Alors, je n'ai pas d'autres questions, donc, pour l'instant. Je sais qu'on doit poursuivre. Merci, Ethan. Alors, si vous avez d'autres questions ou des observations, vous pouvez les envoyer par l'entremise du secrétariat ou vous pouvez me les envoyer directement à moi également. J'aimerais remercier tous mes collègues. Je sais que ce n'est pas toujours facile de travailler sur cette plateforme, mais il faut poursuivre les travaux de la commission politique et donc je suis un fier membre de cette commission depuis que je me suis joint à l'Assemblée parlementaire. Donc, c'était un privilège pour moi de travailler avec vous tous et je vais continuer à le faire. Et voilà, je vous redonne la parole, Lord Campbell. Oui. Dès que vous avez arrêté de parler, j'étais prêt à reprendre. Donc, en tout cas, merci d'avoir présenté ce rapport et je suis désolé qu'il y a tant de collègues qui ont eu des difficultés à se joindre à notre conversation, mais encore une fois, merci et je suis très reconnaissant également à ceux qui ont posé des questions. Sur cette question de la Chine, bon, évidemment, cette question ne va pas disparaître de sitôt. Et donc, je vais me transformer. Je vais prendre maintenant ma casquette de rapporteur spécial. Et la raison, c'est que pour laquelle nous avons fait ce rapport, c'est que la question de la COVID-19 nous permet de réfléchir à la façon dont la sécurité transatlantique peut être affectée. Donc, je suis sûr que vous avez tous lu le rapport. Alors, je vais dire quelques mots maintenant. Comme je l'ai dit, comme Jerry Connolly l'a dit plus tôt, le monde a radicalement changé au cours des derniers mois. La crise de la COVID-19 est un exemple parfait de ces rares événements à faible probabilité et à impact élevé qui sont extrêmement difficiles à préparer. Et au cours des dernières années, des dernières décennies, il n'y a pas eu de pénurie d'avertissements au sujet d'éventuelles pandémies mondiales. Cependant, il est très difficile pour les gouvernements de justifier les dépenses consacrées à la préparation de quelque chose qui pourrait ne jamais se produire. Par conséquent, quand un nouveau coronavirus a émergé dans la ville de Wuhan, la plupart de nos pays se sont trouvés malheureusement mal préparés. Une crise de cette ampleur aura inévitablement un impact majeur sur la sécurité transatlantique. Cette pandémie a été présentée presque dès le départ, non seulement comme une question de sécurité, mais aussi comme une guerre. Il semble donc logique que les forces armées soient devenues l'une des méthodes de choix pour lutter contre le virus. Présenter la pandémie comme une menace à la sécurité nationale sans précédent traduit l'urgence et facilite la mobilisation de tous les moyens étatiques et sociétaux pertinents pour faire face à cette crise. Mais je dirais qu'il ne faut pas trop jouer la carte de la sécuritisation. Après tout, il faut aussi éviter d'attiser la peur, la panique, la xénophobie et les tensions inutiles entre les nations. La crise est loin d'être terminée, mais je crois que nous pouvons déjà voir certains contours de l'ordre mondial
post-COVID. Certains prétendent que la COVID-19 sera un moment décisif dans l'histoire qui va tout changer. Je dirais que la COVID-19 va probablement exacerber et accélérer les tendances déjà existantes plutôt que de modifier radicalement le cours de la politique mondiale. Par exemple, la mondialisation était déjà en retrait avant que le premier cas de COVID-19 n'émerge. Cependant, la pandémie actuelle fait brutalement ressortir les désavantages des chaînes d'approvisionnement mondiales. On peut s'attendre à ce que le rythme de la mondialisation ralentisse davantage. De plus, face à l'acrimonie internationale croissante, les institutions internationales comme le G20, les Nations unies et l'Organisation mondiale de la santé semblaient presque impuissantes face à la COVID-19. L'absence de collaboration mondiale de facto a donné lieu à un ensemble disparate de mesures et de stratégies non coordonnées, souvent en concurrence les unes avec les autres, pour un approvisionnement limité de produits médicaux et d'équipements de protection. Il semble inévitable que la COVID-19 va accélérer des changements majeurs dans la course entre les grandes puissances, bien qu'à ce stade, il soit difficile d'identifier les gagnants, de distinguer les gagnants potentiels des perdants. Il est plausible que toutes les grandes puissances subissent des pertes de réputation et que nous nous dirigions vers un monde apolaire plutôt que multipolaire, caractérisé par un niveau élevé d'incertitude et de volatilité. Pendant la crise, les États-Unis ont adopté une approche centrée sur les États-Unis et se sont abstenus d'assumer un leadership mondial, en particulier, bien sûr, parce que les États-Unis sont le pays le plus durement touché en termes de nombre total de cas et de décès. Cette approche du gouvernement des États-Unis est clairement démontrée par le récent retrait de l'OMS. Cependant, il est trop tôt pour dire si le désengagement des États-Unis représente une tendance irréversible. Après tout, dans un passé récent, les États-Unis ont fait preuve de leadership mondial face à la crise Ebola. Le gouvernement chinois se considère évidemment comme le principal candidat pour combler ce vide de leadership perçu. Au début de l'épidémie, Pékin a dissimulé la gravité du problème et persécuté les dénonciateurs. Par la suite, il a imposé des mesures draconiennes pour contenir le virus. Et a lancé la campagne dite de diplomatie du masque, qui consistait à fournir une aide médicale hautement photogénique aux pays touchés. Cela s'est accompagné d'une campagne de propagande mondiale pour annoncer l'aide chinoise, ainsi que le modèle chinois de gouvernance comme le plus approprié pour gérer les urgences sanitaires de ce genre. Cependant, dans le rapport, je soutiens que la réputation mondiale de la Chine a souffert en raison de cette pandémie. La propagande brutale de Pékin et l'intimidation de nations comme l'Australie, qui a suggéré d'enquêter sur les origines du virus, ont conduit à une riposte internationale croissante. De nombreux pays prennent maintenant des mesures pour réduire leur dépendance à l'égard de l'industrie et de la technologie chinoise. Et donc, j'en profite pour souligner que le Royaume-Uni, le gouvernement britannique, a pris maintenant la décision de se retirer dès que ce sera possible d'exclure la technologie Huawei du réseau 5G. Depuis le début de la pandémie, Moscou a adopté une stratégie trop familière, amplifié les théories conspirationnistes sur le virus et lancé une campagne de désinformation en ligne visant à mettre l'accent sur l'inefficacité présumée de l'Occident démocratique et des institutions euro-atlantiques face aux grandes crises. Pourtant, je soutiens que la Russie pourrait être l'un des perdants géopolitiques de la pandémie. Le gouvernement a mal géré la crise et la combinaison des nombres élevés d'infections, de la chute des cours du pétrole et de la
popularité décroissante de M. Poutine, sans parler du fait qu'il a réécrit la Constitution pour servir ses propres intérêts, la Russie pourrait donc avoir peu de choix. Elle pourrait se voir forcée de se rapprocher de la Chine dans l'espoir d'être renflouée financièrement par Pékin. La COVID-19 entraînera également une foule de changements géopolitiques dans des régions comme le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, mais les événements dans le monde en développement en particulier devraient être suivis de près. Les pays en développement sont très vulnérables à la fois à la propagation du virus et à ses répercussions économiques, ce qui pourrait déclencher une nouvelle vague de troubles et de réfugiés. Ensuite, le rapport aborde la question de la solidarité manifestée par l'OTAN et l'Union européenne durant la crise de la COVID-19. S'il est vrai que les deux organisations ont été initialement prises au dépourvu par la pandémie, dans ce rapport, j'ai voulu démontrer que l'OTAN et l'Union européenne ont apporté une contribution concrète à l'assistance de leurs membres les plus durement touchés. Je n'entrerai pas dans les détails, ils sont tous dans le rapport, mais le fait est que notre alliance a fait preuve de débrouillardise et a trouvé des moyens de mobiliser ses atouts, comme le Centre euro-atlantique de coordination des réactions en cas de catastrophe et la capacité de transport aérien stratégique de l'OTAN pour aider les alliés et les partenaires, tout en maintenant des niveaux de préparation adéquats pour exécuter les tâches fondamentales de défense et de dissuasion de l'OTAN. Les membres de l'Union européenne se sont également envoyés des millions d'équipements de protection, des tonnes de produits médicaux, ainsi que des équipes de professionnels de la santé. Et il ne fait aucun doute que l'Union européenne jouera également un rôle crucial dans la reprise économique post-COVID. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l'Union européenne et l'OTAN ont également coopéré étroitement en ce qui concerne l'approvisionnement et le transport de fournitures médicales, ainsi que la lutte contre l'addiction. Dans l'ensemble, l'OTAN et l'Union européenne ont fourni une aide beaucoup plus tangible à leurs membres que la Chine ou la Russie, mais nous n'étions pas très bons pour communiquer à nos auditoires nationaux la valeur des institutions euro-atlantiques dans de telles crises. L'absence d'un récit transatlantique commun et facilement communicable sur la COVID-19 a laissé une ouverture aux pouvoirs autoritaires extérieurs qui tentent d'exploiter et d'exacerber les clivages entre les membres de la communauté euro-atlantique. Chers collègues, c'est peut-être un cliché, mais c'est quand même vrai que chaque crise offre une occasion. En particulier, un débat urgent est nécessaire sur la façon d'adapter le système international aux réalités du 21e siècle, y compris une distribution plus équitable des avantages de la mondialisation, l'adaptation à l'ère cybernétique et l'atténuation des changements climatiques. Dans ce débat, l'OTAN et la communauté euro-atlantique dans son ensemble doivent jouer un rôle actif et de premier plan. L'environnement de sécurité mondiale post-COVID est susceptible d'être plus un environnement de confrontation caractérisé par des concurrences géopolitiques accrues. Par conséquent, il sera essentiel de maintenir des niveaux adéquats de dépenses de défense, conformément à l'engagement pris au sommet du Pays de Galles en 2014, donc l'engagement de 2% du PIB. Les parlementaires de l'OTAN devraient jouer leur rôle dans cet effort. Bien que l'OTAN doive chercher à mieux se préparer à des urgences sanitaires semblables à l'avenir, elle ne devrait pas perdre de vue sa mission principale, qui est de protéger ses membres contre les menaces plus traditionnelles à la sécurité. En ce qui concerne la Chine, il ne peut y avoir de retour au statu quo ante. Les membres de l'OTAN doivent prendre des mesures pour limiter les investissements de tiers dans les infrastructures stratégiques et assurer la diversification des chaînes d'approvisionnement essentielles, comme celle des biens médicaux.
À cette fin, les dirigeants alliés devraient fournir à l'OTAN le mandat et les ressources nécessaires pour conseiller les membres sur les investissements de tiers dans des domaines stratégiques. À cet égard, la coordination avec l'Union européenne sera vitale. Malgré leur propagande agressive, la gestion de la crise par les régimes autoritaires et populistes était plutôt médiocre. Les systèmes démocratiques ont la possibilité de sortir plus fort de cette crise, mais cela exige des efforts responsables et basés sur la science, des efforts continus de la part des gouvernements, de la solidarité. Il faut également de la solidarité et une meilleure communication. Je vais m'arrêter ici et je terminerai en remerciant encore une fois l'équipe de recherche de l'Assemblée et notre assistant de recherche, Michael Tringwalder, pour leur contribution inestimable à ce document. Alors, comme je l'ai dit au début, j'en dirai davantage lors de la période de questions et je pense que ce qui m'aiderait davantage et l'équipe de recherche, ce serait de prendre toutes les contributions, de les regrouper et à moins qu'il soit essentiel, que je constate qu'il soit essentiel de répondre sur un sujet particulier, nous allons donner les réponses à la commission dans la prochaine version de ce rapport. To my role as chairman. Et je remets ma casquette de président et je vous donne la parole pour commentaires sur le document que je viens de vous présenter. Merci beaucoup, Lord Campbell. J'avais une petite question de la part de nos administrateurs. Je pense que vous avez soit deux onglets ouverts pour cette réunion ou vous parlez sur deux appareils différents, ce qui crée un écho, monsieur. Je ne sais pas. Je ne suis pas conscient du problème. Les interprètes pouvaient-ils m'entendre? Les interprètes pouvaient vous entendre. Avec difficulté, précisent les interprètes. Alors, Lord Anderson a demandé à nouveau la parole. J'espère pouvoir la lui donner. Un vieil ami et un ancien directeur de la délégation du Royaume-Uni. Il semblerait que son navigateur ait quelques problèmes. J'espère pouvoir l'aider en coulisses. Alors, ceci étant, nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. J'aimerais rappeler aux membres de la commission de bien vouloir cliquer en bas à droite sur le bouton « Demande de prise de parole », ce qui me permettra de vous donner la parole pour qu'ensuite Lord Campbell puisse répondre à vos interrogations. Je regarde s'il y a peut-être des questions par écrit. Ça n'est pas le cas. Les questions arrivent. Alors, il semblerait qu'il y ait un retard. Toutes mes excuses. Luca Frusone a demandé la parole de l'Italie. M'entendez-vous? Je m'exprimerai en italien. Tout d'abord, j'aimerais remercier Lord Campbell pour son rapport. Si vous me le permettez, j'aimerais faire une suggestion qui m'est inspirée par notre première réunion virtuelle de la NPA, où nous avons parlé de la propagande russe et chinoise en ce qui concerne le Covid. J'ai été très frappée par ces informations.
Je ne me souviens plus très bien qui avait partagé ces informations avec nous, mais le représentant officiel de l'OTAN qui parlait de cette question nous a dit que nous savons très clairement que si la Russie et la Chine communiquent, c'est pour faire diffuser des éléments de propagande. Mais si nos pays ou l'OTAN fournissent une aide et que nous-mêmes, nous ne savons pas comment mettre en avant cette assistance, cette aide, c'est que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas l'outil de communication. Nous ne le faisons pas à des fins de propagande, mais bien pour aider un pays. Et si nous sommes, volontaires et généreux dans notre aide, il faut trouver un moyen de communiquer sur ces efforts, parce qu'il est ainsi possible de renforcer les capacités de l'OTAN dans ce domaine. Et je le constate également au niveau des pays alliés individuels. Ces derniers mois, j'ai beaucoup appris sur les actions menées par l'OTAN, les vols affrétés, etc. Et ceci grâce à notre représentant permanent auprès de l'OTAN. C'est le seul moyen que j'ai eu de mieux connaître les activités menées par l'OTAN. Peut-être avons-nous besoin d'un nouveau canal de communication, peut-être d'un représentant officiel, peut-être que les parlements pourraient recevoir régulièrement ce type d'informations et à titre individuel, nous pourrions relayer ces informations. Et ce serait très utile. La Russie et la Chine sont mieux dotés, mieux prêts à assumer ce type de propagande parce que c'est leur objectif premier. Je crois qu'il ne faut pas être dans le mimétisme. Je crois que nous devons intensifier l'information qui entoure nos actions, sans quoi nous ne surmonterons jamais ce problème, parce que je pense que nous faisons beaucoup et dans le rapport, on nous parle notamment de l'expérience de l'Italie face à la désinformation, on y parle également des sondages qui ont été réalisés pour essayer d'évaluer la perception des Italiens de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Nous ne pourrons faire face à cette difficulté qu'en étant organisés. Ce n'est que grâce à une meilleure organisation que nous pourrons lutter contre la désinformation, tout en communiquant sur les éléments positifs que nous mettons en place. Nous pourrions peut-être insister davantage sur ce point dans le rapport. Nous pourrions peut-être sensibiliser au sein de l'OTAN pour appeler à un renforcement de ce type d'activité. Et si vous me le permettez, j'aimerais également dire la chose suivante. Dans le rapport, vous parlez de l'aide apportée par la Russie. Vous avez parlé d'un journal italien qui citait d'autres sources qui, elles, disaient que cette aide était tout à fait efficace. Alors, je ne vais pas défendre la Russie, mais je ne sais pas si cette méthode est la meilleure méthode. Cet article faisait référence à une source invérifiable. Chacun peut dire que d'autres sources ont déclaré ceci ou cela, mais tout cela appelle à des vérifications. Et c'est pour cela que, en définitive, les infox peuvent circuler. Si l'on cite une information qui est infondée, et que cette information n'est pas vérifiée, je crois que cela pose problème. Dans d'autres articles, on fait référence à des informations cette fois-ci vérifiées, mais je crois que cet effort de vérification doit être fait de manière systématique. Je crois qu'on ne peut pas citer des sources, encore une fois, qui sont non identifiées ou non vérifiées. Ça, c'est mon avis personnel. Quoi qu'il en soit, Lord Campbell, je vais
vous envoyer par écrit différentes propositions sur les sujets que j'ai abordés et qui me paraissent très importants afin de fournir de meilleures informations et pour promouvoir également la vérification des informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luca. J'aimerais maintenant donner la parole à Ahmed Yildiz de la Turquie pour une question. Bonjour, Lord Campbell. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit par Lucas. La solidarité en ces temps de pandémie entre alliés et l'assistance apportée à d'autres pays sont très importants. Il s'agit de renforcer notre solidarité et de témoigner de notre compassion. Alors j'aimerais inviter Lord Campbell à inclure dans son rapport une liste des mesures d'assistance qui ont été mises en place par les alliés à l'intention d'autres alliés ou d'autres pays, parce que dans mes notes, je vois, c'est un exemple, que la Turquie a apporté une assistance à 134 pays sous différentes formes. 20 parmi ces 134 pays sont des alliés, sans les citer nommément, afin d'aider les communautés les plus touchées. Mais dans le rapport, seuls 2 pays sont cités. Et j'aimerais que soit publiée en annexe une liste de l'assistance fournie par les alliés pendant la période de la pandémie. Merci. Merci beaucoup. Il semblerait que nous ayons perdu la connexion avec Lord Campbell. Andrius, directeur de la commission politique, va poser une question. Andrius Avicius. Oui, merci beaucoup, Ethan. Je souhaitais simplement vous dire que nous attendons que Lord Campbell puisse se reconnecter. Mais si les problèmes techniques perdurent, eh bien, je pourrais très brièvement parler des projets de la Commission. Comme vous le savez, le Covid nous a obligés à reporter ou annuler certaines de nos activités. Nous reviendrons vers les membres de la Commission en ce qui concerne les visites, ou en tout cas une visite potentielle à l'automne. Notre prochaine réunion de commission aura lieu le 31 août. Nous y parlerons des 2 rapports restants, rapport de sous-commission, un rapport de la sous-commission sur les partenariats OTAN. Je vois que Lord Campbell revient et se reconnecte. J'espère que nous pourrons le voir et l'entendre très rapidement. Oui, alors, je n'ai aucune emprise sur tout cela. Tout cela m'échappe quelque peu. Je pensais que vous étiez en train de faire des manipulations de votre côté. Souhaitez-vous poursuivre, Andrius? Monsieur le Président, oui, je souhaitais simplement préciser que nous avons entendu 2 commentaires très utiles. Vous les avez peut-être ratés, non? Vous les avez entendus, c'est parfait. Eh bien, à part cela, pas d'autres commentaires. Je ne sais pas si vous souhaitez conclure. Merci beaucoup. Merci d'avoir gardé le fort en mon absence. Nous avons un dernier point à l'ordre du jour. Il s'agit des questions diverses. Je n'ai pas reçu de demande particulière au titre des questions diverses. Il n'y en a donc pas.
Ensuite, prochain point à l'ordre du jour, date et lieu de la prochaine réunion. Elle aura lieu le 31 août. Vous serez informé des détails afférents en temps utile. Et puis, John Chimkus, que nous avons entendu au cours de cette réunion, et Paul Cook, qui sont membres depuis de nombreuses années de la délégation des États-Unis et qui ont très largement contribué à la délégation et qui ont contribué de manière générale aux travaux de l'Assemblée parlementaire, vont nous quitter. Et au nom de l'Assemblée parlementaire, j'aimerais les remercier très sincèrement pour leur contribution et leur souhaiter bon vent pour ce qu'on appelle leur retraite. Mais les connaissant tous les deux, j'imagine qu'il s'agira d'une retraite active. Voilà, je crois pouvoir clore la partie formelle des activités de la commission. Je peux désormais remercier les membres pour leur participation constructive. Toutes mes excuses si nombre d'entre vous n'ont pas réussi à vous connecter. Et moi-même ayant été exclue de la réunion à plusieurs reprises, je compatis. Alors, j'aimerais remercier sincèrement les interprètes qui, comme d'habitude, ont fait un travail remarquable et notamment dans des conditions très difficiles. Les interprètes vous remercient également. Les interprètes qui ont assuré une communication efficace. J'aimerais remercier également le directeur de la commission, Andrius Avisius, qui participe à ce titre à sa première réunion sans grande difficulté. Je vois qu'il n'a pas de séquelles de cette première réunion. J'aimerais remercier également la coordonnatrice de cette commission, Karen Walker-Love, qui ont travaillé très dur pour que cette réunion soit possible. J'espère qu'ils relaieront mes remerciements et ceux de la commission à tous les assistants de recherche, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les coulisses. J'aimerais désormais officiellement lever cette réunion de la commission politique et j'espère vous revoir à nouveau le 31 août. Dans 6 semaines, je crois que nous aurons tenu compte des commentaires de Luca et Ahmed, avec lesquels je suis d'accord. Et qui permettront d'étoffer des éléments déjà présents dans le rapport. Merci à nouveau, merci à tous et bonne soirée. Mr. Chairman, excuse me, I know you've... Monsieur le Président, je crois que vous avez déjà levé la séance. Nous avions une demande de prise de parole il y a environ 1 minute de notre collègue arménien. Je ne sais pas si c'est en rapport avec le rapport que nous avons examiné, mais je vous laisse en décider. Doit-on donner la parole à l'Arménie? Alors, je suis prêt à accepter cette demande à condition qu'elle soit en lien avec le contenu du rapport. Je sais que parfois les délégués arméniens ont des points de vue très tranchés sur une question en particulier et qui n'est pas nécessairement dans le périmètre de l'Assemblée parlementaire. Si nous avons la garantie que ce commentaire est bien en lien avec le rapport, eh bien, je suis tout à fait disposée à saisir cette occasion et à entendre leur contribution. I see a name, but no face. Je vois un nom paraître à l'écran, mais je ne vois pas de visage. Pouvez-vous parler lentement et distinctement, s'il vous plaît?
dit le président. Monsieur Gorgizian, merci Lord Campbell. Ma question porte sur l'épidémie du Covid-19. Question inaudible à l'interprète. Êtes-vous sur un téléphone? Moi, je parle d'expérience. Il ne faut pas bouger le téléphone ni le toucher pendant que vous parlez, sinon cela crée énormément de bruit parasite qui vous empêche d'être entendu et compris. Question toujours inaudible à l'interprète car l'orateur ne cesse de toucher son téléphone. Turkey is a member of Minsk OSCE group and NATO member state, but they strongly voiced that they support what Baku did, the aggression. So what do you think? Is this acceptable from the NATO member country, OSCE Minsk group country? Or in this situation, when all the world fights against pandemic, fights against COVID-19, and there is a NATO member state country that supports violence against another country, supports violence against civilians, attack of civilian infrastructure. Is it normal for you? How you think? What you think about all this? Well, as the chairman of the committee, I don't think I'm in a position to offer an opinion. And although you said... En tant que président du comité, je pense que je ne peux pas proposer une réponse. Et même si vous avez indiqué que votre question portait sur le virus, dans les faits, en fait, votre question portait sur tout à fait autre chose. Nous vous avons entendu, mais en tant que président, je ne peux pas réagir à vos propos. Si vous permettez, Monsieur le Président, je préciserai que le président de l'Assemblée parlementaire, Monsieur Mesterhazy, a en fait une déclaration sur le site web de l'AP-OTAN au sujet de cette escalade. Donc, je vous renvoie en fait au site web de l'ANPA. Eh bien, je pense que maintenant nous pouvons conclure et je vous appellerai juste après la réunion. Effectivement, nous avons demain une réunion de la commission de défense. Donc, nous passons de la politique à la défense demain. Malheureusement, je ne pourrai pas moi-même y assister, dit Lord Campbell. J'avais indiqué dans un premier temps ma présence, mais malheureusement, j'ai un empêchement. Et en tout cas, je pense que mon épouse serait heureuse de passer une partie de la journée avec moi demain pour la première fois depuis longtemps. Ethan, et j'ai bien compris que vous serez bientôt père. Je suis devenu père, en fait, depuis 10 mois et 2 semaines. Je dors très peu, dit Ethan. Ça change votre vie? Effectivement, ça change absolument tout. Ça n'arrête jamais, mais sans doute vous êtes à même de ce défi. J'espère que vous avez une bonne réunion demain sans les heures techniques que nous avons rencontrées. En fait, dès que Jerry a pris la parole, moi je ne pouvais plus intervenir, j'ai perdu l'image aussi. Non, souvent, il y avait des problèmes de connexion. C'était notamment lorsque M. Yildiz a parlé. Nous allons essayer de voir ce qui s'est passé. Donc maintenant, nous allons
clore la réunion officiellement. Et sans doute nous pouvons nous voir en aparté pour voir comment améliorer ces réunions en ligne. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir à tous.